En fait, là, je me suis dit, je vais devenir psychologue pour les gens qui sont en prison. Et évidemment, pendant ma thérapie, j'ai compris que cette envie-là, c'était moi qui étais en prison. Et puis, je crois que la justice a atteint des niveaux de défaillance qui sont tellement... la plainte va être classée sans suite parce que on va pas nous croire, parce qu'on va nous suspecter. Donc, si en plus on doit faire l'économie de la justice pour se reconstruire, je pense que c'est extrêmement important d'en parler dans l'espace public et qu'on peut pas dire aux victimes, circulez, il y a rien à voir, vous allez régler ça chez le psy. La victime, elle rentre chez elle et elle fait un emprunt à la banque pour se payer une psychothérapie parce qu'il n'y a plus de place dans les services de psychiatrie. La victime, elle est une deuxième fois abandonnée à elle-même en fait. Mais elle est victime du système. C'est horrible. Bonjour Marie-Estelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien sur le podcast Éclat de femme. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler, de prendre la parole aujourd'hui, en tout cas sur ce podcast? Bonjour Claire, merci de ton invitation. Eh bien, j'ai accepté parce que nous nous étions rencontrés au moment où ce drame t'est arrivé et j'avais été bouleversée par ton histoire et ton courage. J'avais trouvé que tu t'étais faite vraiment la voix de toutes les femmes qui n'osent pas parler et dont la souffrance reste muette. Et donc, j'avais envie de participer à ton projet et puis aussi, si mes compétences de psychologue peuvent apporter quelque chose, mettre cela au service des femmes qui ont pu traverser ces expériences d'agression sexuelle. Super, merci. Est-ce que peut-être tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours justement, depuis combien de temps est-ce que tu es psychologue pour que les gens se remettent un peu en contexte justement qui tu es? Bien sûr. Alors moi j'ai été diplômée de l'école des psychologues praticiens en 2006 et puis j'ai eu un master de psychopathologie clinique et ensuite j'ai eu un DU de neuropsychologie des démences à Paris 5 qui me permettait d'avoir vraiment des connaissances sur le cerveau. Donc j'ai travaillé à l'hôpital en recherche en psychiatrie et puis je me suis installée assez rapidement en libéral et donc ça fait 18 ans que j'ai mon cabinet en libéral où je reçois des patients de tous horizons et de tous âges. Je reçois beaucoup de victimes d'agressions sexuelles et de victimes d'inceste, mais en libéral on reçoit toutes les pathologies et toutes les sortes de traumatismes. Et puis, à côté, j'ai une activité d'écriture. Donc, j'ai publié l'année dernière mon 5e livre, qui s'appelle Être parent en temps de crise et qui est à la fois un essai politique sur la société actuelle et un ouvrage psychologique pour aider les parents. Et puis, je dirige une collection chez Albin Michel. Donc, on est en train de préparer une nouvelle collection dans le domaine de la psychologie qui va sortir en 2025. Eh ben, bravo. En plus de ça, on va reparler d'un de tes livres qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle L'Antimère, que tu as publié, du coup, c'était en 2022, c'est ça? Il est sorti chez Albin Michel en 2022, absolument. Ouais, exactement. Du coup, on va en reparler un petit peu plus tard, justement, dans une question. Il y a une question. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le manège de la culpabilité. Et donc, là, je pense que vous pouvez petit à petit ne plus répondre ou répondre en reposant vos limites. Et en général, au bout d'un certain temps, quand on répond pas, quand on peut pas éternellement se battre tout seul. Donc, si vous répondez plus, il y a beaucoup de gens qui vont lâcher. Et c'est pour ça que vous continuez à répondre. C'est parce que vous avez peur du moment où vous allez constater qu'en fait, si vous alimentez pas la relation, il n'y a pas de relation. Voilà. Donc, si vous rentrez pas dans le jeu du chantage et de la culpabilité, en fait, il se passe rien. Donc, soyez vous-même, posez vos limites. Si elles sont pas respectées, vous vous éloignez. Et le silence est une réponse. Oui. C'est justement la pire des réponses, des fois, en plus. Moi, je crois qu'il faut pas gaspiller son énergie. C'est toute l'énergie qu'on met dans des relations toxiques, c'est de l'énergie qu'on met pas dans sa santé et dans les relations qui en valent la peine et qui nous font grandir. Donc, mettez votre énergie à vous prendre la tête parfois avec votre conjoint que vous aimez pour essayer de faire grandir le couple et d'y arriver, etc. Mais la mettez pas, enfin le futur n'est pas derrière. Ne la mettez pas avec des gens qui sont fondamentalement de mauvaise foi et qui n'ont jamais demandé pardon de vous avoir fait du mal. Je veux dire, si vous faites un jour du mal à votre enfant sans le faire exprès et qu'il vous dit que vous lui avez fait du mal, la première réaction que vous aurez, c'est de lui dire je ne comprends pas, mais je te demande pardon. Si en face vous avez pas la même chose, c'est pas la peine d'essayer. Vous aurez pas de réciprocité, donc faut juste partir. Bien sûr. Et en termes de, on va dire, action, quand justement une victime veut se détacher de ça, qu'est-ce qu'elle peut faire après justement avoir coupé tous les ponts pour se réparer? Alors, j'en parle beaucoup dans mon livre Se libérer de son moi toxique. De ces étapes-là, il y a évidemment le fait de faire une démarche introspective, le fait d'écrire aussi,
par rapport à chaque membre de notre famille, ce qu'on a ressenti, comment on a perçu la relation, les traces que ça a laissé, les séquelles que ça a laissé, parfois les traits de caractère auxquels on s'est identifié de ces personnes-là, se demander si on veut les conserver ou si on veut pas les conserver, et puis accepter que dans les relations qui seront saines pour nous, a priori au début on sera complètement paniqué parce qu'on ne sait pas jouer. Cet instrument-là. On connaît que les relations toxiques, donc quand on vient d'une famille dysfonctionnelle, quand une relation est saine, avoir peur est normal. Il faut pas écouter sa peur. Il faut se dire je suis dans un truc que je ne connais pas et donc mon cerveau est en train de paniquer. Et donc si vous avez un besoin compulsif de retourner vers ce qui vous fait du mal, bon bah là normalement votre thérapeute va vous aider, il va vous le faire remarquer. Reconduire bien sûr. Mais c'est pour ça que dans la vie amoureuse on se plante plusieurs fois avant d'être au bon endroit, parce que plus vous avez hérité de blessures, de rejets, de trahisons, d'abandon, etc. dans votre famille, plus vous allez avoir inconsciemment besoin d'aller rencontrer un partenaire qui vous remet face à cette blessure pour la régler. Donc plus vous avez de blessures, plus c'est long. Et puis le jour où vous avez suffisamment travaillé sur vous pour ne plus aller vers l'autre à partir des blessures pas réglées, normalement vous construisez une relation saine avec une personne qui vous correspond. Ouais, totalement. Et qu'est-ce que tu penses justement de la technique EMDR? Je sais qu'on en a beaucoup parlé, et puis c'est une technique qui est assez utilisée justement dans tout type d'événements très traumatisants. Oui. Peut-être est-ce que tu pourrais expliquer déjà ce que c'est, et puis donner un petit peu ton avis, ton conseil aussi, comment faire cette technique, parce que je sais que c'est assez particulier quand même. Le principe de l'EMDR, c'est de déprogrammer de désactiver la charge émotionnelle liée à une situation. Donc il y a un engagement corporel qui se fait dans les séances avec des mouvements des yeux, des tapotements à certains endroits pour réguler le système nerveux, parce que face à un événement traumatique, en fait votre cerveau va sécréter certaines hormones de stress et de combat, et c'est comme une alarme qui est déréglée. Dès qu'un événement vous remet en contact, alors je sais pas, par exemple quelqu'un qui a vécu 20 ans avec un alcoolique, il peut paniquer dès qu'il voit une bouteille de vin ou des gens qui boivent un peu trop. Le fait de pouvoir re-réguler le système nerveux et décorréler en fait une image ou un souvenir de la charge anxieuse qui va avec, c'est évidemment très réparateur. C'est ce qui fait que par exemple une femme qui a été agressée, chaque fois qu'elle voit dans la rue un homme qui a la silhouette et la morphologie ou la coupe de cheveux de son agresseur, elle sursaute, elle panique, elle a de la tachycardie et c'est très invalidant. Donc le MDR, ça va jouer là-dessus, sur la charge émotionnelle. C'est pas une psychothérapie introspective de longue durée, donc ça ne suffira pas. Et c'est pas forcément bien de commencer par ça parce que c'est quand même difficile pour quelqu'un de très traumatisé. Moi, j'aurais pas pu commencer par de l'EMDR. En fait, j'étais beaucoup trop en hypervigilance, beaucoup trop traumatisée. Il fallait d'abord que je sois réenveloppée et contenue par un thérapeute extrêmement bienveillant qui me permette de voir que je pouvais faire l'expérience de parler, d'exister devant quelqu'un sans risquer de me faire hurler dessus ou humilier. Et ensuite intégrer des séances de MDR dans cette psychothérapie au long cours pour aller travailler des images spécifiques. Oui, ça c'est très intéressant, mais ça c'est pas forcément possible au début, et en tout cas ça ne fait pas l'économie d'un travail introspectif sur comment j'ai construit ma relation, mon image des hommes, mon image des femmes, etc., et mon image de la maternité, etc., etc. Ça passe vraiment par une psychothérapie de plus longue durée. Tu disais, toi, qu'est-ce que tu penses du concept féministe aujourd'hui? Mais le féminisme, c'est un peu un mot valise pour moi, parce que entre les suffragettes et Alice Coffin, il y a quand même pas mal de nuances. Et je pense que le féminisme, finalement, comme la droite et comme la gauche, est en train d'opérer un volte-face avec lui-même, c'est-à-dire qu'on a vu un peu la droite française ne plus défendre une valeur fondamentale qui est la liberté. On a vu la gauche ne plus défendre finalement des problèmes sociaux majeurs et préférer des problématiques sociétales. Et je trouve que parfois le féminisme, pour certaines féministes, mais encore une fois ça recouvre une réalité, entre les essentialistes, il y a beaucoup de courants dans le féminisme. Un certain nombre de féministes aujourd'hui sont en
train de tomber dans un écueil qu'il va falloir qu'on dépasse sur le plan du psychisme collectif, qui est de confondre le fait de défendre les femmes et celui de se venger des hommes. Mais dans ce cas-là, on fait un mouvement à 180 degrés, donc on revient à la même situation inversée, c'est-à-dire que on va taper sur les hommes pour se venger du patriarcat. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de se sortir de cette guerre et de remettre les hommes en position de responsabilité pour retrouver une complémentarité. Et donc, je pense qu'on s'est fourvoyé avec la notion d'égalité, parce qu'en fait, les femmes ne peuvent qu'être perdantes avec la notion d'égalité. Parce que si on est égaux, donc les hommes ne nous protègent plus, les hommes ne font plus attention à nous. Et en plus d'avoir la charge de la grossesse, de la maternité quand on veut un enfant, on doit en plus être économiquement performante à ce moment-là. Ce qui est une aberration. Quand on sait ce qu'est l'homme, quand on sait ce qu'est un bébé, quand on sait ce qu'est une femme qui vient d'accoucher et ses besoins physiologiques de repos, etc., etc. Donc je pense que il faut sortir de l'idée d'égalité qu'on n'aura jamais, parce qu'encore une fois, faire un bébé pour un homme c'est 9 secondes ou 9 minutes et pour une femme c'est 9 mois. Donc de toute façon l'égalité n'est pas là. C'est la complémentarité. Et finalement, ce qui nous joue des tours, c'est pas que les hommes... Moi, j'aime pas ce clivage où on dit, en gros, les méchants, c'est les garçons, les gentils, c'est les filles. Un homme, c'est un prédateur en puissance et les femmes sont forcément des victimes en puissance. Non. Que le patriarcat soit confondu avec l'idéologie néolibérale hyper individualiste de la société de consommation, je pense que c'est une erreur. Et je pense qu'il y a une complémentarité à retrouver, que moi j'ai été victime d'une femme perverse qui avait mis des hommes sous emprise, donc je suis malheureusement bien placée pour savoir que quand une femme veut être perverse, elle n'utilise pas forcément l'arme du viol, mais elle peut être tout aussi dangereuse qu'un homme, et elle peut pousser au suicide, et qu'à contrario, le problème c'est pas que les hommes sont tous des prédateurs potentiels, le problème c'est que la majorité des hommes qui ne seront jamais des agresseurs, aujourd'hui ne se sentent pas responsables et sont lâches. Et donc c'est beaucoup plus de demander aux hommes de sortir du déni, de sortir de la lâcheté, d'être à nouveau des protecteurs, de venir, que ce soit normal que quand on donne rendez-vous à sa petite amie, on s'assure où qu'elle se rend de manière sécurisée au rendez-vous, où on passe la chercher. Ça doit être la norme. Bien sûr. Voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, dans le sens de l'éducation, de la demande, de l'exigence. Voilà, moi j'exigerais de mes fils qu'ils soient des gentlemen, plutôt que dans le sens de l'accusation qui finalement condamne tout le monde. Oui, au final ça divise en plus, enfin, c'est ça le pire. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, quels sont les principaux défis que les femmes rencontrent dans notre société ? Je pense que un défi très important aujourd'hui, c'est que en fait les femmes n'ont peut-être pas repéré sur le plan des idées que le féminisme s'est inscrit historiquement dans aussi la société de consommation, l'individualisme, la performance, et que finalement pour certaines femmes, tout ce mouvement qui dans les années 90 leur disait non mais faites carrière dans des entreprises, la maternité c'est un esclavage, ça les a mis dans une posture impossible et certaines d'entre elles viennent me voir en me disant j'ai le sentiment de m'être fait complètement avoir. Donc je pense que le véritable enjeu, encore une fois, du féminisme, c'est de ne pas tomber dans une forme d'individualisme où la maternité serait vue forcément comme l'enterrement de la féminité, la fin de la liberté, etc., etc. Mais de permettre aux femmes de faire un véritable choix. Et aujourd'hui, notre société est très hypocrite parce qu'elle ne permet pas aux femmes de faire un véritable choix. Ça n'est pas vrai. Si on permettait vraiment aux femmes de faire un choix, on ne jugerait pas, on n'aurait pas d'a priori sur une mère qui dit bah moi j'ai envie de moins bosser pour être avec mon bébé et puis je retravaillerai peut-être plus tard. On dirait pas bah t'es mère au foyer donc en gros t'es esclave du patriarcat et on mettrait pas les femmes qui sont obligées ou qui souhaitent à la fois travailler et avoir des enfants dans une situation de burn-out quasi obligatoire. Parce que la vérité, enfin moi j'ai 3 enfants et je travaille, la vérité aujourd'hui c'est qu'une mère qui bosse et qui doit faire garder ses enfants, elle est en galère et c'est pas de la faute du papa. Il n'y a pas de structure d'accueil. Il n'y a pas de structure d'accueil. Donc moi, j'attends que les grandes entreprises qui ont de l'argent, elles aient systématiquement une crèche
et tu viens au boulot avec ton bébé, tu vas le voir sur ta pause déjeuner et tout le monde est content. Il y a plein de choses à faire en réalité, mais les modalités d'accueil du jeune enfant en France sont absolument désastreuses. Donc il y a des mères qui voulaient travailler ou qui avaient besoin de travailler économiquement, qui vont renoncer parce qu'elles n'ont pas envie que leur enfant soit maltraité en crèche parce qu'il y a un adulte pour 8 gamins. Voilà. Et à contrario, on va sous-entendre à une femme qui a très envie de s'occuper de ses enfants et peut-être de reprendre plus tard ou de se reconvertir et qui a la chance de pouvoir le faire économiquement ou qui simplement se dit avec son mari, on va faire des sacrifices financiers, mais oui, je vais arrêter de bosser parce qu'au fond, je suis plus alignée avec ce truc-là. On sous-entend qu'elle a raté quelque chose. Et moi, je crois que le piège aujourd'hui dans lequel tombent un certain nombre de féministes, c'est qu'elles ont opposé la féminité et la maternité. Ouais. Mais en réalité, il n'y a pas besoin d'être mère pour être une femme accomplie, d'accord, mais il y a besoin d'être une femme pour être une mère. Bien et la maternité, c'est pas la fin du féminin, c'est aussi une forme d'apothéose pour certaines femmes. Moi, je suis désolée, mais ma maternité a été une révélation. Je pensais que il fallait pas que j'ai d'enfants pour pas être une mauvaise mère, et puis j'ai fini par me laisser convaincre que je serais capable d'être une bonne mère. Et l'arrivée de mes fils a été quelque chose de tellement puissant qui a réveillé en moi justement la femme. Et qui m'a permis d'assumer avec beaucoup plus de confiance en moi certaines parties de ma féminité et d'affronter le regard des autres et de me libérer de ce que les autres pensent.